Pendant plus de 130 ans, Coca-Cola a été reconnue comme la boisson gazeuse numéro 1 au monde. Créée en laboratoire par un soldat qui cherchait simplement à guérir de sa dépendance à la morphine, cette boisson emblématique a écrasé la concurrence et survécu à plusieurs guerres, tout en gardant sa recette secrète verrouillée loin du public. Qu'y a-t-il vraiment dans chaque bouteille de Coca-Cola? Cette fameuse formule secrète existe-t-elle réellement? Et que se passe-t-il dans les usines Coca-Cola à travers le monde? Rejoignez-nous dans cette aventure épique, alors que nous explorons les secrets de la fabrication de Coca-Cola. Numéro 1. L'histoire d'origine. Chaque jour, Coca-Cola vend plus de 1,9 milliard de bouteilles dans le monde entier. Cela représente environ 1,3 million de bouteilles chaque minute et environ 700 milliards chaque année. Comment l'entreprise parvient-elle à produire cette quantité massive de boissons pour répondre à la demande? Et surtout, comment un produit né dans un laboratoire médical est-il devenu l'une des marques les plus reconnaissables au monde? Pour comprendre l'histoire pétillante de Coca-Cola, nous devons voyager dans les années 1800. Dans le dernier mois de la guerre civile américaine, la bataille de Columbus faisait rage en Alabama et à Atlanta. John Stith Pemberton, lieutenant-colonel dans l'armée confédérée, se dirigea vers la bataille avec le reste des troupes. Mais pendant le combat, il fut poignardé à la poitrine avec un sabre. Après avoir été transporté aux urgences, les médecins pensaient qu'il ne survivrait pas. Ils lui administrèrent donc une forte dose de morphine pour soulager sa douleur. Cependant, Pemberton se remit miraculeusement et vécut une vie normale. Malheureusement, il devint également dépendant à la morphine. Pour guérir de sa dépendance, Pemberton, qui était également chimiste, commença à expérimenter d'autres alternatives. Cela conduisit à la création d'un médicament spécial à base de coca et de vin de coca. Dans son laboratoire, Pemberton élabora une recette contenant des extraits de noix de cola et de damiana. Il la nomma le French Wine Coca. À ses débuts, le futur Coca-Cola n'était pas présenté comme une boisson, mais plutôt comme un médicament vendu dans les pharmacies d'Atlanta. Ce n'est qu'en 1886, lorsque la ville d'Atlanta et le comté de Fulton adoptèrent la loi sur la prohibition, que Pemberton fut contraint de produire une version non alcoolisée du French Wine Coca. Un jour, alors qu'il tentait de préparer un autre verre de sa boisson, Pemberton mélangea le sirop de base avec de l'eau gazeuse. Le résultat s'avéra assez magique, mais il n'était pas encore prêt pour la production. Pour tester son produit, le parrain de Coca-Cola fit appel au propriétaire d'une pharmacie d'Atlanta, Willis E. Venable. Grâce à l'aide de Venable, Pemberton parvint à perfectionner la recette de cette nouvelle boisson qui allait bientôt conquérir le monde. Mais un autre problème se posait. Puisque la boisson n'était plus fabriquée avec du vin, Pemberton devait trouver un autre nom pour son French Wine Coca. Après avoir envisagé plusieurs alternatives, le comptable de Pemberton, Frank Mason Robinson, proposa le nom Coca-Cola. Bien que l'entreprise ait constamment affirmé que ce nom ne signifiait rien de particulier, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, il fait littéralement référence aux deux principaux ingrédients utilisés dans la boisson. Les feuilles de coca, utilisées également dans la production de cocaïne, et la noix de cola, qui sert de source de caféine. En raison de la controverse qui entoure le contenu en cocaïne de Coca-Cola à ses débuts, l'entreprise a tenté de se distancer de cette histoire. Mais dans les années 1800, une boisson contenant de la cocaïne n'était pas vraiment un problème. Le 8 mai 1886, le premier verre de Coca-Cola fut vendu à Jacobs Pharmacy à Atlanta, en Géorgie. Le prix était de 500 le verre. À l'époque, Coca-Cola était encore vendu comme un médicament breveté qui, selon Pemberton, pouvait guérir plusieurs maladies. Cela comprenait la dépendance à la morphine, les maux de tête, les troubles nerveux, l'indigestion et même l'impuissance. Mais dès que Coca-Cola arriva sur le marché, Pemberton tomba dans une grave crise de santé qui lui coûta toute sa fortune. Désespéré de rester en vie, l'inventeur commença à vendre les droits de la formule de Coca-Cola à ses partenaires commerciaux d'Atlanta. Bien que Coca-Cola ne rencontrait pas un énorme succès à l'époque, Pemberton savait qu'il avait créé un produit qui allait conquérir le monde. Malheureusement, il mourut peu après d'un cancer de l'estomac, le 16 août 1888. Lors de sa mort, il était extrêmement pauvre et continuait à lutter contre sa dépendance à la morphine. Cependant, peu de temps après sa mort, la pleine propriété de l'entreprise Coca-Cola
fut transférée à un nouveau propriétaire. Cela marqua le début d'une nouvelle ère qui changea tout. Numéro 2. L'ère Asa Candler. En 1888, un homme nommé Asa Candler approcha Pemberton pour acheter Coca-Cola. Comme Pemberton avait besoin d'argent, il conclut un accord avec l'homme d'affaires. Cependant, il y avait une petite clause dans l'accord qui compliqua les choses pour Candler. Vous voyez, bien qu'il possédait pratiquement Coca-Cola à ce moment-là, la propriété n'était pas encore complète. Cela était dû au fait que le fils de Pemberton, Charles, vendait également une version moins raffinée du sirop en parallèle. Ainsi, Candler dut vendre sa recette sous les noms Yum Yum et Coke avec un K. Mais avec ces noms étranges, personne n'était vraiment disposé à acheter le produit de Candler. Après la mort de Pemberton en août 1888, Asa Candler mit rapidement en place un plan pour prendre en charge l'ensemble des opérations de Coca-Cola. Pour ce faire, il savait qu'il devait acheter le reste des actions de Charles Pemberton. Bien qu'au départ, il semblait assez impossible qu'il laisse aller l'entreprise, l'accord se révéla plus facile que prévu. Selon l'histoire, Candler s'approcha de la mère de Charles lors des funérailles de Pemberton, lui offrant un paiement de $300 pour le droit d'utiliser le nom Coca-Cola. Elle finit par accepter le paiement et l'accord fut conclu. Le 30 août 1888, Candler était officiellement le seul propriétaire de la marque Coca-Cola. Cependant, la famille Pemberton n'était pas la seule à détenir une part de l'entreprise. Avant de pouvoir vraiment commencer une révision massive de la marque Coca-Cola, Candler avait deux autres personnes à acheter. Voici Margaret Dozier et son frère, Woolfolk Dozier, deux investisseurs qui étaient également copropriétaires de l'entreprise. Pour les racheter, Candler leur proposa un paiement unique de $1000 à verser sur une période spécifiée. Il existe différentes versions de cette histoire. Certains disent que la signature des Dozier a été forgée, d'autres disent que l'accord s'est déroulé aussi bien qu'il se devait. Mais quelle que soit la légalité de la prise de contrôle, Candler réussit à revendiquer la pleine propriété en mai 1889. C'est à ce moment-là que Coca-Cola commença vraiment à attirer l'attention du grand public. Sous la direction de Candler, la marque Coca-Cola devint bien plus qu'une simple entreprise de boissons. Ils devinrent des génies de la publicité, propulsant leur marque à un niveau que personne ne visait à l'époque. Sous sa direction, la publicité de Coca-Cola passa de $100 000 en 1901 à $1 million en 1911. Coca-Cola était partout. Ils avaient des calendriers, des horloges, des ventilateurs et des panneaux publicitaires collés sur les villes. Il y avait des matériaux promotionnels partout où vous regardiez, et lentement, Coca-Cola devenait un nom familier. Pour maintenir la qualité du produit, plusieurs commerciaux de sirop furent envoyés par l'entreprise. Étant donné que la boisson était encore vendue dans les fontaines à soda et les pharmacies, leur travail consistait à s'assurer que les pharmaciens mélangeaient correctement la boisson avec de l'eau gazeuse. Pour promouvoir la boisson auprès d'un public encore plus large, Candler engagea l'actrice et chanteuse célèbre Hilda Clark comme visage de Coca-Cola. Cela devint l'un des premiers cas de publicité par célébrité dans l'histoire américaine. Mais ce n'était que le début. Au début, Coca-Cola était commercialisé comme un produit de santé. Mais à mesure que l'entreprise grandissait, Candler décida de renverser l'identité de Coca-Cola. Tous les bienfaits pour la santé furent retirés des publicités et peu à peu, ils commencèrent à la commercialiser comme une alternative aux boissons alcoolisées. L'idée était de profiter de la prohibition et de positionner Coca-Cola comme le nouveau vin. Cela a dépassé les attentes. En tant que directeur de l'entreprise, Asa Candler promut Coca-Cola plus que quiconque. Il offrait des coupons gratuits pour un verre gratuit de Coca-Cola. Parfois, il offrait même un fût de sirop gratuit aux pharmaciens réticents. Compte tenu du fait que chacune de ces pharmacies devint des clients réguliers après avoir vendu le premier fût, on peut dire que son plan a fonctionné. L'objectif était simple. Une fois qu'une personne avait goûté Coca-Cola pour la première fois, elle deviendrait un client à vie. À mesure que le nom se répandait au-delà d'Atlanta, Candler décida d'élargir ses opérations. Bientôt, il y avait des usines de fabrication de sirop à Dallas, Chicago et Los Angeles. De cette façon, davantage de clients pouvaient facilement accéder à la nouvelle boisson préférée des Américains. Mais à quel point Coca-Cola était-il différent de la boisson que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé au fil des ans, tant dans la qualité du produit que dans le processus de production?
Et surtout, la formule de Coca-Cola est-elle vraiment un secret? Numéro 3. Comment c'est fabriqué? Vous êtes-vous déjà demandé comment le Coca-Cola est fabriqué dans l'usine, quels ingrédients sont utilisés dans la boisson et pourquoi elle est si appréciée dans le monde entier? Eh bien, permettez-nous de vous emmener dans les usines qui produisent cette boisson addictive et leurs secrets. Vous voyez, après qu'Assa Candler ait fondé la société Coca-Cola en 1891, il a réalisé qu'il devait protéger la recette sacrée des concurrents. Il a donc d'abord modifié un peu la liste des ingrédients et, selon de nombreux témoignages, a amélioré le goût. Cela signifiait qu'aucun membre de la famille Pemberton ne savait ce qui se trouvait dans la nouvelle boisson Coca-Cola. Après que l'entreprise ait changé de main en 1919, Ernest Woodruff, le nouveau propriétaire, a placé le seul exemplaire écrit de la recette dans un coffre sécurisé. À l'époque, le coffre était situé dans la Guarantee Trust Company de New York. Mais après que Woodruff ait complètement remboursé le prêt d'acquisition en 1925, la formule a été déplacée vers le Trust Company Bank d'Atlanta. Aujourd'hui, elle est actuellement enfermée dans un autre coffre sur le site du World of Coca-Cola, situé à Atlanta. Mais bien que le coffre soit exposé au public, personne ne sait vraiment ce qui est écrit dans la formule. Selon Coca-Cola, seules 2 personnes sont autorisées à connaître la formule complète à un moment donné. Ces 2 employés ne sont pas autorisés à voyager ensemble, et si l'un d'eux décède, l'autre doit choisir un successeur au sein de l'entreprise pour garder le secret. Personne ne sait exactement qui sont ces 2 employés, et ils sont également obligés d'emporter les secrets dans leur tombe. Cependant, certains théoriciens du complot affirment qu'il n'y a en réalité aucune formule secrète, que ce n'est qu'un gadget marketing de Coca-Cola. Mais compte tenu de la manière dont Coca-Cola garde jalousement cette recette, il y a peut-être plus que ce qui apparaît. Bien que Coca-Cola soit produit dans presque tous les pays du monde, le sirop est encore traité dans seulement 3 à 4 endroits. Pour protéger davantage le secret, les ingrédients sont expédiés vers ces usines de sirop sous 9 marchandises anonymes. Les responsables d'usine savent combien de chaque ingrédient utilisé lors du mélange, mais ils ne savent pas exactement ce qui se trouve dans chaque marchandise. Cependant, il y a des spéculations sur les véritables composants. La marchandise numéro 1 serait du sucre, généralement du sirop de maïs à haute teneur en fructose ou du saccharose. La marchandise numéro 2 est le colorant caramel qui produit l'apparence emblématique de Coca-Cola. Le numéro 3 est la caféine. Le numéro 4 est l'acide phosphorique. Mais c'est à peu près tout ce que nous savons vraiment. Les marchandises 5, 6, 7, 8 et 9 restent des mystères non résolus. Parmi celles-ci, la plus intrigante est la marchandise 7X. Même après des années de production, la société n'a jamais expliqué ce que signifiait réellement le X. Cependant, certains enquêteurs pensent qu'il pourrait contenir un mélange d'huiles essentielles. Cela inclurait de l'orange, du citron vert, du citron et de la lavande. Coca-Cola affirme également que son sirop ne contient plus d'extrait de noix de cola. Il a été remplacé par du citrate de caféine, un sous-produit du café décaféiné. Quant au goût, le Coca-Cola moderne repose sur la vanille et la cannelle, avec de faibles quantités d'épices et de muscade. Mais encore une fois, il existe différentes recettes qui ont été divulguées aux médias au fil des ans. Selon certaines sources, Pemberton lui-même aurait écrit la recette dans son journal peu de temps avant sa mort. Il n'y a aucune indication sur la manière dont les ingrédients doivent être mélangés. Il n'a jamais précisé la quantité d'huile aromatique à ajouter. Et tout comme la recette connue, la marchandise Sept-X n'a pas non plus été expliquée dans sa version. Cependant, voici une liste des ingrédients qui pourraient ou non faire partie de l'arôme mystérieux. Alcool, orange, cannelle, citron, coriandre, muscade et néroli. Mais personne ne peut confirmer si cela est exact ou non. De plus, même si un concurrent mettait la main sur la véritable recette, il y aurait très peu de chances qu'il puisse recréer le véritable goût de Coca-Cola. En 2011, la personnalité de la radio américaine Ira Glass a annoncé dans son émission This American Life qu'il avait peut-être enfin découvert la recette secrète. Selon Glass, l'un de ses collaborateurs aurait trouvé une recette dans le livre de recettes d'Everett Beale. La composition a également été confirmée par l'archiviste officiel de Coca-Cola, Phil Mooney, qui a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un précurseur du produit original de 1886. Cependant,
Il a également précisé qu'étant donné que Candler avait révisé la recette, ce n'était pas la version exacte utilisée dans la production actuelle. Alors, comment exactement les ingrédients sont-ils combinés pour créer le magique Coca-Cola que nous connaissons tous? Eh bien, tout commence par le processus de mélange. Tout d'abord, les 9 marchandises sont mélangées pour créer le sirop. Ensuite, ce sirop est transféré dans un grand réservoir de mélange où il est mélangé avec de l'eau. À ce stade, le mélange doit être constamment agité pour s'assurer qu'il est bien homogénéisé. Ensuite, nous passons à l'étape de la carbonatation. Vous remarquez comment Coca-Cola produit ce bruit pétillant et ces bulles captivantes lorsqu'il est ouvert? Eh bien, c'est grâce à la présence de dioxyde de carbone. Une fois la carbonatation terminée, le mélange est prêt à être mis en bouteille. Cela se fait par un processus hautement automatisé qui consiste à remplir chaque bouteille avec la quantité exacte de Coca-Cola. En raison de la haute technologie de ces machines, aucune bouteille ne déborde et chaque produit sur la ligne sort à la quantité exacte. Les bouteilles sont ensuite hermétiquement scellées pour éviter toute fuite avant d'être emballées et expédiées. Pour maintenir une qualité optimale, un échantillon est prélevé à différentes étapes de la production. Il est ensuite soumis à des tests rigoureux pour la qualité et la cohérence. Mais si vous avez déjà acheté une bouteille de Coca-Cola dans différentes parties du monde, vous remarquerez une légère différence dans le goût. Cela est principalement dû au fait que l'entreprise modifie parfois le goût en fonction de l'emplacement. C'est pourquoi le Coca-Cola vendu au Mexique peut avoir un goût légèrement différent de la version américaine. Cependant, l'entreprise essaie toujours de maintenir ce goût classique aimé par des milliards de personnes dans le monde entier. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment la bouteille de Coca-Cola a vu le jour? Vous voyez, même après que la boisson soit devenue célèbre en Amérique, elle était encore vendue sous forme de sirop mélangé dans les pharmacies. Alors, comment cela a-t-il changé? Numéro 4. Voici la bouteille. Jusqu'à ce point de l'histoire, la marque Coca-Cola n'impliquait que deux grands acteurs, John Pemberton, qui a concocté la recette originale, et Asa Candler, qui a transformé une boisson ordinaire en une entreprise. Mais en 1899, deux nouveaux acteurs entrent en jeu. Voici Joseph Whitehead et Benjamin Thomas. Ces deux avocats de Chattanooga se rendent à Atlanta avec un seul rêve: rendre la magie de Coca-Cola accessible à chaque être humain sur la planète. Cela ne pouvait être réalisé qu'en modifiant la manière dont le produit était commercialisé, en le faisant passer de la fontaine à soda en bouteille. Avant l'arrivée de ces deux hommes, Candler croyait que son entreprise se portait très bien. Son neveu avait suggéré de vendre la boisson en bouteille, mais Candler n'était tout simplement pas intéressé par cette idée. Si vous utilisez Internet autant que tout le monde, vous avez probablement déjà vu cette image. Alors, comment la bouteille Coca-Cola est-elle passée de cela à cela? Allons droit au but. En 1894, un homme nommé Joseph Biedenharn a vu le grand succès que rencontrait Coca-Cola à travers les États-Unis. Il était fasciné, mais il savait que l'entreprise pouvait faire encore mieux. Tout comme le neveu de Candler et les deux futurs investisseurs, Biedenharn rêvait de vendre Coca-Cola en bouteille. Il a donc lancé une petite opération de mise en bouteille à l'arrière de son magasin de bonbons à Vicksburg, Mississippi. Lors de ses expériences, il créa une bouteille connue sous le nom de Hutchinson. Cela deviendra finalement la première bouteille de Coca-Cola. Cependant, Biedenharn rendit également le modèle Hutchinson disponible pour toutes sortes de boissons. Bien que la bouteille ne ressemble en rien à la bouteille moderne de Coca-Cola, elle représentait à l'époque une découverte révolutionnaire. Biedenharn envoya ensuite une caisse complète de Coca-Cola Hutchinson à Candler. Malheureusement, Candler ne pensait pas que l'idée prendrait. Il se contenta donc de continuer à vendre Coca-Cola dans des fontaines à soda. Tout changea en 1899 lorsque Whitehead et Thomas entrèrent en scène. Après de nombreux va-et-vient avec Candler, les deux hommes d'affaires du Tennessee réussirent enfin à obtenir les droits exclusifs de mise en bouteille de Coca-Cola. Parce que Candler ne croyait pas en l'idée, il demanda un paiement de seulement $1 qu'il ne reçut jamais avant sa mort. Le contrat stipulait également qu'une bouteille de Coca-Cola coûterait toujours 500. Il s'agissait d'un prix fixe qui resterait inchangé, quel que soit le prix de la mise en bouteille. Après avoir obtenu le contrat, Whitehead et Thomas se mirent au travail. Leur première mission?
Créer un design qui serait reconnaissable même s'il était brisé au sol. Ils avaient besoin d'une bouteille qui se démarquerait, d'une identité qui ne mourrait jamais et d'un design que même les concurrents ne pourraient pas copier. Les deux partenaires contactèrent certains des meilleurs designers du secteur. Ils leur donnèrent un brief, un délai très court et un énorme prix pour celui qui proposerait la pièce la plus emblématique. Entre 8 et 10 designers participèrent à ce concours. Mais à la fin de la journée, la Root Glass Company de Terre Haute, Indiana, se distingua. Les membres de la société comprenaient Chapman J. Root, William Root, Alexander Samuelson, Earl Dean et Clyde Edwards. Ensemble, ces hommes travaillèrent pendant des heures dans le plus grand secret. Leur objectif, créer une nouvelle identité pour la boisson Coca-Cola et graver leur nom dans les livres d'histoire. En 1910, les hommes dévoilèrent enfin leur idée finale. Elle s'appelait le Hobble Skirt. Le nom venait de sa ressemblance avec le style de jupe de l'époque. Cependant, l'inspiration venait de la forme d'une fève de cacao. Elle avait une forme allongée et des côtes distinctes. Mais surtout, elle ressemblait exactement à ce que l'on attendait d'une bouteille de Coca-Cola. Le 16 novembre 1915, la Root Glass Company enregistra un brevet au nom d'Alexander Samuelson. Puis, début 1916, un groupe de miseurs en bouteilles et de responsables de Coca-Cola se réunit pour choisir le gagnant du concours de design. Dès le départ, il n'y avait pas de doute. Le Hobble Skirt était de loin le meilleur. Après la sélection de la bouteille, la Root Glass Company entra en accord avec Coca-Cola. La bouteille serait produite dans 6 usines réparties à travers les États-Unis. Selon le contrat, ces bouteilles seraient également d'une couleur appelée German Green. Mais pour des raisons évidentes, le nom fut plus tard changé en Georgia Green. La bouteille pesait 14,5 onces et était remplie de 6,5 onces de Coca-Cola. Ainsi, l'ensemble de la bouteille pesait un peu plus d'une livre. Pour de nombreux embouteilleurs, produire une bouteille aussi lourde était très coûteux. Alors, pour les convaincre que cela en valait la peine, Coca-Cola lança une grande campagne publicitaire. Des panneaux d'affichage furent installés montrant la nouvelle bouteille. Des prospectus furent distribués annonçant la sortie de la nouvelle Coca-Cola. Puis, en 1918, le premier calendrier national mettant en avant la bouteille fut dévoilé. D'ici 1920, presque tous les embouteilleurs du pays utilisaient le Hobble Skirt et les ventes explosèrent. En décembre 1923, le brevet de la bouteille fut renouvelé. Cela entraîna l'introduction d'un nouveau design appelé la bouteille de Noël. Le 12 avril 1961, la bouteille Coca-Cola fit l'histoire en devenant l'un des premiers produits commerciaux à être reconnu comme une marque déposée. Au fil des ans, le design est de rester quasiment le même. Il a été modifié plusieurs fois, mais l'élément de design principal est resté inchangé. Aujourd'hui, la bouteille en verre moderne de Coca-Cola est légèrement plus mince que l'original, mais l'esprit du Hobble Skirt est resté intact depuis plus de 100 ans. Après l'introduction des bouteilles, Coca-Cola fut lentement retiré des pharmacies. Puisqu'il pouvait maintenant être vendu comme une véritable boisson, sa popularité explosa encore plus. En 1920, plus de 1200 opérations d'embouteillage avaient été mises en place aux États-Unis. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Numéro 5. Que vend vraiment Coca-Cola? Lorsque vous achetez un Coca-Cola, qu'achetez-vous réellement? Une boisson ou une idée fantaisiste de bonheur, d'unité et de désir de faire une différence? Bien sûr, il existe de nombreuses marques sur le marché, mais pourquoi Coca-Cola se distingue-t-il vraiment? La réponse se trouve dans leur stratégie marketing. Depuis que Pemberton a commencé à vendre sa concoction sucrée et pétillante, le rêve était de créer quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Quelque chose auquel le monde pourrait s'identifier et que chaque foyer pourrait se permettre. À mesure que l'entreprise grandissait, sa stratégie publicitaire devenait de plus en plus forte et sophistiquée. Par exemple, saviez-vous que c'était Coca-Cola qui a popularisé l'idée du costume rouge et blanc du Père Noël? Bien sûr, l'image du Père Noël existait avant Coca-Cola, mais c'est leur campagne des années 30 qui l'a vraiment rendu célèbre. En 1941, Coca-Cola a finalement accepté son surnom, Coke. Le nom a été enregistré comme marque déposée officielle pour le produit et l'entreprise a promu l'idée avec leur campagne Coke means Coca-Cola. Puis en 1971, Coca-Cola s'est associé au célèbre musicien Billy Davis pour une publicité.
Sa chanson I'd Like to Teach the World to Sing est devenue un single à succès, répandant encore plus l'évangile de Coke. En tant que marque, Coca-Cola s'engage dans un marketing agressif depuis sa création. La marque se positionne dans les films à succès, sponsorise des événements sportifs et se rendrait facilement à l'autre bout du monde juste pour promouvoir ses produits. Aux États-Unis, Coca-Cola est actuellement la boisson officielle de nombreuses équipes de football universitaire. Cela est en partie dû à l'engagement de l'entreprise à promouvoir l'athlétisme et bien sûr au contrat exclusif que de nombreuses écoles ont signé avec la société. À ce jour, Coca-Cola est vendu dans tous les pays du monde, à l'exception de Cuba et de la Corée du Nord. L'entreprise a conservé sa place de leader pendant plus de 130 ans et devrait probablement rester numéro 1 pendant encore de nombreuses années. Merci de regarder, à la prochaine.